RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. L'actualité sanitaire ce matin avec votre invité. Oui, le docteur Paul Béjean qui est médecin généraliste et vice-président du Conseil de l'Ordre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir sur le Covid-19. Alors on ne peut pas parler de nouvelle épidémie, mais en tout cas d'une recrudescence du nombre de cas. La semaine dernière, un peu plus de 1000 cas par semaine avec un taux d'incidence à 380 désormais. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Oui, bien sûr. Nous sommes dans une période qui est propice au retour des épidémies. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter beaucoup plus ? Ça reste à démontrer. Si on regarde un peu ce qui se passe dans les services qui accueillent, donc dans les services qui sont directement impactés par une augmentation de la population atteinte par la Covid, que ce soit la réanimation, que ce soit les urgences à l'hôpital ou dans nos cabinets, effectivement, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment dévastateur dans le sens où bientôt on va être de nouveau en situation de manque de lits. Non, c'est pas du tout ça. Après, soyons quand même honnêtes, si vous voulez, la Covid est arrivée quand même à un 50-50, 50 médical, 50 administratif. Donc effectivement, c'est quand même simple. Vous augmentez le dépistage, vous allez trouver plus. Malheureusement, la Covid aussi implique des demandes administratives. Lorsque on vous demande de vous autotester, l'autotest n'est pas reconnu par tout le monde, pas par les administrations. On vous demande de faire un test rhinopharyngé. Par la suite, s'il est positif, on va vous dire arrêtez-vous en fonction de vos symptômes. Sauf que l'intéressant, c'est que lorsqu'on s'arrête pour la Covid, on n'a pas le jour de carence. Donc, si vous voulez, il y a quand même un melting pot de tout un tas de problèmes qui ne sont pas uniquement et purement médicaux. Oui, au niveau du médecin, on demande surtout et avant toute chose, vous avez des symptômes, vous ne vous sentez pas en pleine forme, eh bien, portez un masque, vous toussez, vous avez le nez qui coule, portez un masque, c'est valable pour tout. Maintenant, aller chercher effectivement pour savoir si c'est la Covid ou si c'est pas la Covid, c'est une toute autre histoire. C'est surtout administratif plus que médicalement pur et dur. Oui, il faut protéger. Si c'est la Covid, il faut quand même protéger les personnes qui sont sensibles. Alors, restons sur le domaine médical. Justement, cette Covid, c'est un sous-variant du variant Omicron qui circule aujourd'hui. C'est-à-dire sa dangerosité est la même que celle qu'on a connue par le passé ? Alors, absolument pas celle qui était au virus d'origine. D'une part, le virus était tout nouveau, d'autre part, le corps ne répondait pas à ce virus de la même façon, puisqu'il ne le connaissait pas, donc oui, il y avait des problèmes. Mais entre-temps, donc, avec l'immunité naturelle, la prévention par l'injection de vaccins, on a fait qu'effectivement, le corps humain commence à connaître ce virus, donc il commence à se défendre. Mais ceci dit, le virus a aussi une vie qui lui est propre, ça c'est connu par les virologues, c'est par les médecins. Tout virus, il ne va pas tuer son hôte. Cela peut arriver, mais il ne va pas tuer son hôte. Tout ce qu'il veut, c'est se reproduire. Donc effectivement, à un moment donné, le virus, il va être beaucoup plus contagieux, c'est ce qui se passe, et nettement moins virulent en notion de létalité. Même s'il est moins virulent, c'est toujours les personnes qu'on dit fragiles qui sont les plus menacées, entre guillemets, c'est-à-dire celles qui présentent des taux d'obésité, qui ont du diabète, etc., ou les personnes âgées qui ont des défenses immunitaires un peu moins fortes. Tout à fait, mais c'est valable pour toute pathologie, c'est valable pour tout autre virus, c'est valable pour toute autre maladie. Quand elle tombe sur un terrain qui est déjà affaibli, eh bien, effectivement, la défense naturelle voit la défense à l'aide de produits médicaux ou des consultations ou d'interventions médicales, elle est plus faible. On est sur un terrain qui est de toute façon affaibli. Alors, comme vous le dites si bien, les personnes polypathologiques, les personnes d'un certain âge, nous ne sommes pas égaux, on ne soigne pas la Covid, on soigne la Covid chez telle personne. Enfin, on soigne plutôt une personne qui attrape la Covid. Pas de panique, donc, si on vous entend bien, en revanche, sur respect des gestes barrières. Ça, c'est la manière de lutter efficacement contre une éventuelle propagation et un stade épidémique. Mais comme toute épidémie, effectivement, il faut voir quelle est la transmission. La transmission de la Covid est effectivement aérienne en premier lieu. Donc, effectivement, on a des symptômes de virose quelconque,
on met un masque, on s'interroge en fonction de sa qualité de vie en présence de ce virus qui a pu nous atteindre. Eh bien, on va voir le médecin et on prend une décision. Alors, même si on ne peut pas comparer, docteur Béjean, est-ce que la Covid aujourd'hui peut être considérée aussi grave qu'une grippe, par exemple? On parle beaucoup de la Covid parce que le monde a été touché par une épidémie qui a créé beaucoup de peur. On parlait moins de la grippe. Aujourd'hui, il y a à peu près autant de cas de Covid que de grippe. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? On ne va pas comparer, mais est-ce qu'on est dans le même type d'épidémie finalement? Alors c'est vrai que l'atteinte par la Covid et l'atteinte par la grippe au niveau tissulaire n'est pas tout à fait la même. Mais les conséquences, elles, le sont. Une grippe, c'est 42 fièvres, on tousse, on a mal à la tête, on a le nez qui coule, etc., mal partout. Ça peut handicaper, mais c'est vu la réponse de l'organisme, ça représente quand même quelque chose de très important pour un organisme. La Covid aussi. Alors pourquoi plus la Covid que la grippe? C'est ce que je disais un tout petit peu au début. Pour la Covid, on a quand même eu beaucoup d'interventions autres que médicales, notamment administratives. Donc effectivement, toutes ces interventions doivent être justifiées maintenant. Donc on essaie de donner plus d'importance. Non, il n'y a pas beaucoup plus d'importance. La plupart des patients qui se font dépister ou qui ne se font pas dépister mais qui ont la Covid, effectivement, ont une atteinte virale. Maintenant, je ne dis pas qu'il y a des jeunes qui peuvent très bien avoir la Covid et qui ne pas être bien pendant 2 ou 3 jours. Vous êtes médecin généraliste, je le disais tout à l'heure en introduction. Est-ce que dans votre cabinet, vous constatez une certaine inquiétude de la population ou en tout cas une incompréhension face à ce virus? Ah non, ça fait maintenant 2 ans qu'on explique à nos patients, que nos patients nous posent des questions, donc on leur apporte les réponses, les primo-réponses qu'on pouvait avoir au début, et puis les réponses avec l'histoire donc de l'épidémie et du virus. Donc il n'y a pas beaucoup plus d'inquiétude. Disons les questions, par contre, elles sont beaucoup plus concernant donc la prévention par l'injection du Pfizer. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir si effectivement on a les bivalents ou pas les bivalents. Est-ce qu'il faut se faire vacciner ou pas? N'oublions pas que l'obligation vaccinale n'a jamais été mise en place. Ce qui était obligatoire, c'était le pass, donc qui indirectement on obligeait les gens de se faire vacciner. Ce qui n'est plus le cas non plus. Ceci dit, il faut quand même savoir que la vaccination de cette 4e dose est maintenant ouverte à tout le monde. Elle n'est plus conseillée, voire ouverte qu'aux personnes qui sont sensibles. Pour autant, c'est une campagne qui ne rencontre pas beaucoup de succès. Après, on ne peut pas obliger non plus les gens. Oui, tout à fait. Voilà, parce qu'il n'y a pas vraiment de grandes conséquences. Dans nos cabinets, moi, je sais très bien, lorsqu'un patient me pose la question, mais je dis, ben voilà, quel est ton état, quel est votre état? Et en fonction de son état, bon, je lui apporte le renseignement, voire le conseil. Puis le patient est libre de faire ce qu'il veut. En maison de retraite, effectivement, on pose la question aux familles ou aux patients directement. Donc c'est une prise en charge qui devient quand même quelque chose de naturel. On ne va pas inventer l'eau tiède. Vous n'êtes pas bien, ben vous protégez les autres. Maintenant, quand on voit, moi ce matin pour venir, vous voyez quand même une quantité incroyable aujourd'hui de personnes toutes seules dans une voiture avec un masque. Des gens dans la rue, toutes seules dans la rue, avec un masque. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Maintenant, le masque a un coût, donc on le garde sur le nez toute la journée, ce qui n'était pas non plus indiqué pendant la grande épidémie. Alors, docteur Béjean, l'autre actualité médicale, c'est ce projet de loi arrêté par le gouvernement hier sur l'ouverture à l'exercice de médecins étrangers sous réserve d'un certain nombre de critères en Calédonie, notamment des médecins, des diplômes équivalents. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour lutter contre les difficultés actuelles que rencontre la Calédonie en termes de présence de médecins ou d'infirmiers? C'est un peu comme la Covid. On a une situation, donc on essaie de la résoudre par des raisonnements administratifs. Ce n'est qu'une mise au point, mise au jour de ce qui devait être fait. Ça fait longtemps qu'on se posait de cette question. Avant, effectivement, il y avait la communauté européenne, la France, etc., etc. Il faut savoir que ce n'était valable que pour les médecins fonctionnaires, qu'ils soient en dispensaire, qu'ils soient à l'hôpital. Au niveau de la pratique libérale, c'était tout à fait différent.
L'autre problème, parce que c'est bien beau de dire on fait venir le médecin, mais il faut savoir sur quoi on se base. Il faut savoir qu'en métropole, vous avez les ARS, dont l'équivalent un tout petit peu de la DAS locale, qui vont c'est les agences régionales de santé. Hein. Voilà, agences régionales, pardon, de santé. Donc c'est elles qui vont décider, c'est elles qui vont prendre une décision sur la validité du diplôme. En Calédonie, on s'est dit on fait la même chose. C'est un vieux serpent de mer. Ça fait déjà quelques années que un texte similaire voulait paraître. Nous n'avons pas vraiment des moyens universitaires et des moyens de prendre ce genre de décision. Il va y avoir, par contre, effectivement, ça fait partie des textes et des décrets d'application, il va y avoir une commission qui sera mise en place. Une commission dans laquelle il y aura quand même 4 médecins. Qui vont étudier les dossiers des candidats. Qui vont étudier les dossiers, mais il est évident que, par exemple, vous avez 2 médecins du Conseil de l'Ordre des médecins, c'est très bien, mais nous n'avons pas des médecins au Conseil qui sont de toutes les spécialités. Donc, effectivement, il va falloir, entre guillemets, sous-traiter le dossier avec les spécialistes, avec les demandeurs, avec les collègues de l'hôpital, etc. Donc, je pense que ça va être quand même un tout petit peu délicat. L'idée est bonne. Maintenant, l'application, il va falloir voir vraiment comment on va mettre l'idée, parce que si on passe l'application en force, je ne pense pas que ça sera une bonne idée. Mais l'idée est bonne. On peut imaginer que des médecins qui répondent à ces critères puissent venir dans des structures hospitalières, publiques ou privées, mais en médecine libérale, ça paraît plus compliqué qu'un médecin, sachant que c'est une autorisation temporaire qui prendra fin au 31 décembre 2026. Pour s'installer dans un cabinet, c'est plus compliqué. Mais là, vous mettez un peu le doigt dans le difficile engrenage de l'application, parce qu'effectivement, un médecin qui viendra, donc un médecin de notre pays hors communauté européenne et hors diplôme communauté européenne, la France est dans la communauté européenne, pourquoi viendra-t-il pour 3 ans? Et soit on part du principe que nous sommes dans une urgence médicale, et dans ce cas-là, on va rapporter quelque chose là tout de suite immédiatement, c'est du patchwork. Ou bien on va se dire on va faire quelque chose qui va être pérenne. Dans cette pérennité, c'est quand même limité à 2026. Dans quelles conditions on est en train de nous proposer des primes, des situations qui vont aboutir à ce que ces médecins, on le reconnaisse ce passage par la Calédonie pour pouvoir entrer sur des listes métropolitaines. C'est bien, mais on va se retrouver comme dans des situations de professeurs associés à métropole, où ils vont venir par la Calédonie pour avoir le droit de rentrer dans une liste pour pouvoir retourner après à métropole. C'est très délicat. Je ne pense pas que dans la situation d'urgence, de manque de médecins calédoniens, ce soit la bonne chose. C'est un dispositif qui pourrait amener des jeunes médecins, mais pas forcément des médecins chevronnés? Chevronné, jeune, vous savez, quand on sort des études, habituellement, on connaît les choses un tout petit peu plus peut-être que de médecins chevronnés. Après, le côté chevronné vient aussi de son passage, de son expérience. Quelqu'un qui reste en plein centre-ville avec une clientèle avec une patientèle qui est régulière, etc., certes, sera peut-être un tout petit peu moins amène que quelqu'un qui, dans l'absolu, est soit aux urgences de l'hôpital, soit un spécialiste à l'hôpital, soit ne serait-ce qu'un dispensaire. La pression et la demande de réponse immédiate, etc. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'un médecin sera meilleur que l'autre. Non, le problème n'est pas une question de formation et de valeur. La question est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire pour les années qui viennent, et non pas pour les 2-3 ans, mais d'une façon pérenne. De façon pérenne, pour le moment, la Calédonie n'attire plus les médecins. Docteur Paul Méjean, médecin généraliste, vice-président du Conseil de l'Ordre, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci.